Bonjour Sarah Elhariry. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Emmanuel Macron, donc vous êtes soutien d'Emmanuel Macron, évidemment. Emmanuel Macron qui tient son grand meeting de campagne demain à la UI Arena, à la Défense, pas très loin. Vous y serez? Évidemment. Évidemment, parce que ça sera un temps fort de cette campagne, un temps où on explique à quel point on aime, nous, vraiment la France, à quel point on la projette. Et pour ça, eh bien, on va être autour du candidat Emmanuel Macron à Paris Défense Arena. Alors, en quelques jours à peine, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mi-mars, l'écart, selon les sondeurs, était donné plutôt à 60-40% entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. L'écart s'est singulièrement resserré, selon plusieurs enquêtes d'opinion. On est dans une échelle de 3, 4, 5 points. Avec la marge d'erreur, il y en a l'un peut passer devant l'autre, et inversement. La confiance est dans le camp de Marine Le Pen. Est-ce que l'inquiétude est dans le camp d'Emmanuel Macron? Vous savez, moi, mon combat, il a commencé contre l'extrême droite. Et on ne va pas se mentir. Le Pen, Zemmour, même combat, c'est l'extrême droite française. Alors on peut se travestir autant qu'on veut. Franchement, changer de programme, changer de nom de parti. C'est quoi, en réalité, si Marine Le Pen avait été élue en 2017, ou là, si ça a passé? Ça serait en réalité un choc économique pour nos entreprises, une instabilité réelle. Et ce n'est pas Madame Irma qui le dit. Il suffit de regarder ce qui s'est passé dans des pays voisins. Je pense au Brésil, je pense même à la Grande-Bretagne. C'est un peu plus loin le Brésil que chez nous. La Grande-Bretagne, ouais. Il suffit de regarder même plus proche que ce soit. Il ne faut pas se mentir, tant que l'élection n'est pas faite, tant que l'expression démocratique n'a pas eu lieu, évidemment, tout est possible. Par contre, à nous d'être dans des actes de conviction, de proposition, de débat, et c'est ce que nous faisons. Alors, c'est exactement ce qu'a dit le président de la République hier lorsqu'il était en déplacement à Fouras. Il a ciblé le tandem qu'il avait déjà ciblé à Dijon quelques jours avant, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Néanmoins, on a quand même le sentiment que la campagne n'imprime pas. Ça reste des perceptions. Ce qui est certain, c'est que c'est une campagne présidentielle inédite. Réellement, parce que nous vivons des crises et des tempêtes et des vents contraires. Il faut dire que la guerre est à nos portes avec une guerre en Ukraine, une invasion russe qui fait que oui, le président de la République doit être président de la République jusqu'au dernier quart d'heure et les candidats, le temps qu'il lui reste, la réalité est là, qu'on a vécu 2 ans de crise sanitaire qui a bousculé nos vies, nos quotidiens. Et ce que je vois quand même, et c'est plutôt important, c'est que la campagne, elle est inédite par sa forme. Moi, je suis sur le terrain, je vois avec les militants, on fait des réunions publiques, beaucoup, on a fait plus de 1000 réunions juste sur la dernière semaine, des tractages, des porte-à-porte. Les échanges, ils ont lieu, le débat a lieu, mais il n'a pas du tout lieu comme d'habitude. Et c'est pour ça que plus que jamais, la mobilisation de chaque Français, chaque voix compte, et chaque voix comptera encore plus aujourd'hui qu'avant. Quel était le ton d'Emmanuel Macron lorsqu'il a rendu visite mercredi soir? Vous y étiez au comité de campagne? Très combatif, bien sûr, très engagé, en ayant quasiment hâte d'avoir plus de temps pour débattre, pour proposer, pour illustrer les propositions. Vous savez, la preuve réelle et tangible que notre projet, que notre programme tient la route et parce que nous souhaitons un avenir plus fort, c'est un projet qui est chiffré. C'est un projet qui est clair, c'est un projet qui est courageux, qui assume de poser parfois ce qu'on appelle des sujets qui peuvent cliver. Je pense évidemment à la réforme des retraites qui est assumée. C'est un repoussoir, cette réforme? Pas du tout. Non. Pour moi, c'est le courage de défendre un modèle qui est pour moi le modèle de la solidarité, c'est-à-dire le modèle de la retraite par répartition, sans mentir aux Français. Mais ça ne refroidit pas certains électeurs? Alors ça peut tenter des électeurs de droite, mais non, ça demande pas de gauche? Pour moi, en réalité, quand on explique la réforme des retraites de A à Z, c'est une réforme qui est sociale, qui protège la retraite par répartition, parce que si on venait à ne pas le faire, et si on prenait le programme de Marine Le Pen, il se passerait quoi? Avec l'extrême droite, c'est la fin du régime en réalité par répartition, parce que c'est un modèle social qui ne tient pas, qui n'est pas financé, alors même que nous, on augmente les plus petites retraites avec un socle minimum à 1 100 €, donc plus de dignité, la reconnaissance des emplois les plus difficiles, évidemment, parce que la retraite doit être juste, mais en réalité permettre à chacun de travailler sur le dernier tiers de sa vie. Vous avez mentionné les crises qui venaient percuter cette campagne électorale. Il y a un autre élément hyper important qui vient la percuter, c'est le pouvoir d'achat. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon aussi s'en sont saisis. Emmanuel Macron en parle aussi. L'INSEE a publié hier des chiffres d'inflation qui sont de 4,5% sur un an, à mars 2022. Mais après, mezzo voce, quand on interroge des industriels de l'agroalimentaire, de la grande distribution, ils disent que sur les produits de première nécessité, on ne sera pas à 4,5%, mais plutôt à 7, 8, voire 9%. Est-ce que ça, ce n'est pas un élément qui peut peser dans les urnes dès... Évidemment. Et c'est là où l'augmentation aujourd'hui de l'inflation,
a été accompagné et sera et continuera à être accompagné par deux choses. Nous, on n'est pas dans les grands slogans. Et je vais vous parler que d'actes très précis qui ont été faits et qui, aujourd'hui, dans le programme, vont être perpétués, voire augmentés. On veut que le travail paye. On veut que les gens puissent vivre dignement de leur travail. Et on sait qu'il y a des dépenses subies plus fortes. Je pense évidemment à l'augmentation de la prime d'activité, je pense aux 26 milliards de baisse d'impôt sur le revenu, je pense évidemment à l'augmentation des minima, que ce soit pour les adultes handicapés ou le minimum vieillesse, donc pour les plus précaires, mais je pense aussi aux heures supplémentaires défiscalisées. Et je pourrais rester comme ça un certain nombre de minutes à expliquer à quel point notre objectif est évidemment de protéger de manière structurelle, donc c'est vraiment que le travail paye plus. Mais continuer, c'est quoi? C'est continuer la baisse de certains impôts, bien sûr, la suppression de la redevance télé, mais aussi, et je pense que c'est un peu le cœur battant, le triplement de la prime Macron, qui permet à des entreprises qui s'engagent d'aller même au-delà. Et ça, c'est augmenter le pouvoir de vivre en réalité des gens. Tout ça, bien sûr, en protégeant là où on est percuté. Et quand je pense à l'augmentation du carburant, je pense à l'augmentation de l'énergie, c'est quoi? C'est le chèque inflation qui a été versé de 100 €. C'est la ristourne à la pompe qui rentre en vigueur aujourd'hui, 1er avril. Aujourd'hui d'ailleurs, qui est très réelle. C'est 3 milliards quand même. Et tout ça, c'est très immédiat. Et nous, on n'a pas fait la différence entre les professionnels et les particuliers en disant oui, il y a besoin de protection immédiate et nous les faisons. Ça veut dire quoi? Au bout de 5 ans, 5 ans de présidence Macron, c'est un pays qui est plus fort, taux de chômage le plus bas des jeunes, et ça peut continuer parce que oui, le plein emploi est possible et c'est la meilleure manière de créer de la richesse. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la jeunesse. On parle beaucoup de l'abstention et notamment de l'abstention des jeunes. Les 18-24 ans, par contre, constituent l'âge, enfin la classe d'âge qui s'abstient le plus. C'était 27,8% en 2017. Et contre 19,4% pour la population totale. Il y a une enquête assez intéressante de l'IFOP qui a été rendue publique il y a quelques jours. La quasi-totalité des 18-25 ans savent qu'il y a une élection présidentielle, les 10 et 24 avril, mais à peine plus de la moitié s'y intéressent. Comment convaincre les jeunes, qui peuvent être tentés par l'abstention ou le vote des extrêmes, d'aller voter? Le vote est un engagement. Le secrétaire d'État de l'engagement. Le vote est un engagement total. Et en fait, on a une sorte de paradoxe. Et ça a été très bien, d'ailleurs, clarifié ou défini dans un livre récemment qui s'appelle La fracture de Frédéric Dabi, qui est assez intéressant si on va dans la profondeur. Ça dit quoi? On a une jeunesse, et je l'ai vu, cette jeunesse hyper engagée. Elle marche pour le climat. Elle s'offusque des injustices faites aux Ouïghours. Elle te bouscule sur le bien-être animal. Elle est engagée, elle a dans ses tripes cette culture politique française qui est la nôtre. Par contre, elle se détourne des urnes, elle boude les urnes, au point où nous avons quasiment toute une génération à réaccompagner. Comment? Renforcement de l'éducation civique et morale à l'école, en faisant que ce soit une vraie matière renforcée, en faisant une grande campagne d'inscription sur liste électorale. Moi, j'avais mobilisé les étudiants, les mouvements de jeunesse au lendemain des départementales et régionales, parce que 9 jeunes sur 10 n'étaient pas partis voter, pas s'exprimer. Et moi, je crois que quand on voit aujourd'hui l'Ukraine en particulier, quand on voit ces démocraties autour de nous s'effriter, voire arriver à leur tête des populistes, je crois que la démocratie doit devenir une cause à part entière. C'est un muscle. Si tu ne le fais pas vivre, il s'atrophie. Alors à cette jeunesse, je dis, conjuguez vos engagements. Sortons de ce paradoxe d'un engagement immédiat, et je le vois dans le service civique, je le vois dans la réserve civique. Sur 300 000 inscrits en quelques semaines, la moitié avait moins de 25 ans. Et je leur dis, mais saisissez-vous de cette expression démocratique, elle est essentielle. Et pour ça, on a facilité les inscriptions, on a fait des campagnes sur les campus universitaires. Et évidemment, c'est un parcours, mais un parcours de citoyenneté avec le service national universel que vous savez, le président de la République, aujourd'hui candidat, souhaite généraliser. Merci Sarah El Haïry.